Maintenant, la conduite à tenir devant un accident exposant au sang. Qu'est-ce que vous allez faire devant un accident exposant au sang? Donc, premièrement, vous devez noter que c'est une urgence médicale. Donc, notez-la bien. Et il faut agir dans les 4 premières heures. Donc, c'est à l'idéal et à défaut dans les 48 heures. Donc, le cas du VIH, c'est les 4 premières heures quand vous allez voir. C'est là où vous devez administrer leur traitement rétroviral. Donc, sinon, au-delà de 4 heures devant le VIH, c'est trop tard. Les autres causes, le VHB, l'hépatite B et de l'hépatite C, il faut faire intervention là avant les 48 heures. Donc ça, c'est premièrement, agir rapidement. Deuxièmement, connaître le statut sérologique du personne qui est source. Donc, vous devez être, bien, vous devez rechercher le statut sérologique du patient qui a été la source de la contamination. Donc, premièrement, agir rapidement dans les 4 premières heures, voire 48 heures, dans l'hépatite. Connaître deuxièmement le statut sérologique de personne source. Nettoyer la plaie donc, et l'évaluation du risque. Donc, selon le profondeur ou bien le grade de plaie, vous allez évaluer le risque. Plutôt évaluer le risque. Donc, nettoyer de la plaie, faites attention. La déclaration des accidents exposant au sang. Là, la déclaration, je répète, elle est obligatoire devant un accident de travail. Donc, cet accident exposant au sang, il est compté comme un accident de travail. Et bien sûr, c'est à déclarer, bien sûr, dans les délais. Donc, afin que le personnel-là a le droit de se profiter de son droit devant un accident exposant au sang comme un accident de travail. Troisièmement, la prophylaxie post-expositionnelle ou bien post-exposition. Donc ça, c'est les 3 titres qu'on va détailler dans cette conduite à tenir. Donc premièrement, les soins immédiats. Donc devant une blessure ou bien une piqûre, c'est le nettoyage immédiat à l'eau courante et au savon, puis le rinçage. Donc, les antiseptiques au contact au moins de 5 minutes. Donc vous avez plusieurs choix. C'est de l'eau de Javel ou bien le chlore actif qui est dilué. Vous avez la solution du Dakin, donc l'alcool à 70%, donc, et l'iode, c'est des bétadines. Donc, premièrement, faire nettoyer immédiatement votre plaie à l'eau, bien sûr. Donc, au robinet, faire écouler du sang. Utiliser les antiseptiques, bien sûr, si vous disposez des antiseptiques. C'est l'eau de Javel, le Dakin, l'alcool 70 et même les produits iodés de la bétadine. Donc, ça nous fait rappel au cours de bactériologie des antiseptiques. Et faites attention là. Donc là, ça, vous devez noter. Il ne faut pas jamais faire saigner et couler du sang dans de votre, ou bien de localisation, ou bien de la piqûre. Pourquoi? L'écoulement de sang là, de faire saigner votre plaie, vous allez penser qu'il va vous aider à éliminer l'agent pathogène, bien du virus. Donc, au contraire, à chaque fois que vous allez saigner, vous savez tous que VIH, l'hépatite B, ils sont, ils ont une dispersion qui est rapide, qui est sévère en bactériémie ou bien qu'en virémie. Donc, de faire écouler le sang, vous allez augmenter la chance que le VIH ou bien de l'hépatite, le virus, il va se passer vers la virémie. Donc, jamais faire saigner la plaie. Il faut la nettoyer, la rincer, utiliser votre antiseptique là, le contact au minimum de 5 minutes et il faut jamais, jamais, faites attention de ne pas faire saigner votre brèche. Donc, ça va favoriser l'infection là. Donc, faites attention à ce titre-là. Il faut jamais faire saigner les plaies devant un accident exposant au sang. Donc, ça, c'est premièrement devant les blessures et les piqûres directes. Deuxièmement, lorsque du sang qui est projeté. Donc, ça, c'est de la projection du muqueuse et des conjonctifs. Là, c'est du rinçage immédiat et abondant avec du sérum physiologique. Donc, 5 minutes au minimum. Donc, devant la peau, vous avez le choix
utilisez l'antiseptique que vous disposez. Devant la projection du mucus, c'est le nettoyage rigoureux immédiat, abondant bien sûr avec du sérum physiologique, donc, au minimum de 5 minutes. Donc ça, c'est le premier titre, c'est les soins immédiats. Et notez bien, vous devez jamais faire saigner un accident exposant sans la brèche. Il faut jamais saigner des brèches ou bien des capillaires qui vont favoriser l'infection. Notez ce terme-là, ou bien notez ce point-là. Donc ça, c'est une erreur que plusieurs vont le faire devant un accident exposant au sang. Deuxièmement, évaluation du risque de transmission. Donc, déterminer la profondeur, l'heure de la blessure, on avait dit qu'on doit agir rapidement, et le type du matériel en cause. Donc là, on a trois cas de figure. On a le risque qui est élevé, un risque moindre et le risque qui est minime. Donc, premièrement, le risque il est élevé en cas des aiguilles de prélèvement veineux. Donc, c'est pour cela on récapitule jamais les aiguilles là. Donc, surtout les prélèvements veineux, des prélèvements artériels, surtout qui contiennent du sang et devant une plaie qui est profonde. Donc, malheureusement, devant une piqûre par des aiguilles de prélèvement, et lorsque la plaie elle est profonde, là, vous êtes devant un risque élevé d'attraper une pathologie ou bien une maladie. Donc, vous êtes risqué d'avoir un accident exposant au sang de façon très élevée. Deuxièmement, le risque il est moindre s'il s'agit d'une aiguille ou bien pour une injection sous-cutanée ou intramusculaire. Donc, ce sont les aiguilles ou bien les aiguilles plaintes, ce sont les aiguilles de suture. Donc là, premièrement, les aiguilles de prélèvement là, ils sont à haut risque. Ils sont suivis. Donc, le prélèvement là était veineux, était profond. Donc, faites attention. Là, c'est du risque élevé. Devant les petites aiguilles, qui sont destinés à des injections sous-cutanées ou bien intramusculaires, le risque il est moindre. Et les aiguilles de suture, donc, ils sont des aiguilles pleines, ils vont pas être exposés à une grande quantité du sang ou bien une piqûre à travers des gants là. Donc elle va être pas profonde comme le premier cas, comme le risque qui est élevé. Et de même, le risque il est moindre en cas de projection qui est cutanéo-muqueuse. Donc, les piqûres profondes en premier degré, surtout les aiguilles veineuses et artérielles, le risque moindre devant les aiguilles ou bien les injections qui sont destinées sous-cutanées ou intramusculaires, les aiguilles pleines, notez-les bien, et aussi le risque il est très moindre devant une projection cutanéo-muqueuse. Donc c'est moindre qu'une piqûre. Donc, premièrement, nettoyez votre plaie. Deuxièmement, évaluez votre risque. Et troisièmement, déterminez le statut sérologique du patient source. Donc, vous allez rechercher de antigène anti-HBS. Si HBS qui est positif, vous allez demander l'antigène HBE pour déterminer le type ou bien le stade et la charge virale. Donc ça, c'est de l'ADN viral et du VHB. Donc vous allez rechercher la charge virale et le stade de l'infection devant hépatite B. Devant le VIH, vous allez rechercher, bien sûr, vous allez demander plutôt une sérologie VIH. Si elle est positive, déterminer le stade clinique du patient là. Est-ce qu'il est au stade terminal? Est-ce qu'il est au stade SIDA? En quel stade le patient il est? Est-ce qu'il a eu un traitement antérieur ou non? Le taux de lymphocyte CD4, faites attention, il va témoigner de la profondeur de l'immunodépression chez ce patient-là et la charge virale du VIH. Donc ça, ce sont les critères ou bien les examens biologiques pour le suivi du patient-là. Vous allez les rechercher en cas d'une piqûre ou bien de risque, ou bien si vous allez suspecter du VIH. Donc, la sérologie contre l'hépatite C, si elle est positive, donc recherchez la charge virale. Donc, c'est l'ARN. Donc, ça, c'est le recours au PCR. Rechercher de la charge virale là. Donc, de l'ARN, de l'hépatite C, du VIH-C. Donc, premièrement, nettoyer
les soins immédiats, évaluer votre situation de risque, demander le statut sérologique du patient qui a été source. Et bien sûr, n'oubliez pas la déclaration obligatoire. Donc, c'est un accident du travail, soignant ou non. Vous devez déclarer obligatoirement donc, dans les 48 heures. Et vous allez voir pourquoi. Car il s'agit là d'un accident de travail. Donc, dans les 48 heures, là, il s'agit d'un accident de travail et vous, vous devez avoir ou bien la rédaction d'un certificat médical initial qui va décrire la blessure en précisant l'heure, la date, les circonstances de la survenue de cet accident exposant au sang. Donc, donc la déclaration obligatoire, c'est un accident du travail, la rédaction de certificat médical. Donc, c'est en relation avec de l'assurance. Donc, c'est médico-légal. Donc, troisième ou bien quatrième étape, la déclaration en cas d'accident de travail. N'oubliez pas, soignant ou non, il faut déclarer les accidents exposants au sang en précisant l'heure, la date et bien la circonstance de la survenue de cet accident. Maintenant, la gestion du risque ou bien le traitement post-exposition. Donc, la décision est de mise en route d'un traitement antirétroviral. Elle est faite en urgence, je répète, et elle est possible dans les 4 heures suivant l'accident exposant au travail. Bien sûr, par le médecin spécialiste en infectiologie. Donc, une trithérapie antirétrovirale, elle est administrée pour une durée totale de 28 jours. Et bien sûr, information de la victime des bénéfices, des risques et même la surveillance qu'il va subir dans ces 28 heures, plutôt dans ces 28 jours-là. Faites attention. Et malheureusement, au-delà de 48 heures, la mise en route d'un traitement prophylactique n'a aucun doute, sans doute aucun intérêt malheureusement. Et bien sûr, le suivi sérologique en J0, premier mois et 3 mois. Donc le premier cas du VIH, le traitement antirétroviral dans les 4 heures suivant l'exposition, bien l'exposition au sang. Donc c'est la trithérapie pendant 28 jours. Au-delà de 48 heures, malheureusement, donc on peut rien faire. Donc il est sans intérêt d'administrer la charge virale car le virus il a dépassé la phase de la virimée. Donc le patient il est malheureusement infecté par du VIH. Donc deuxième cas, devant l'hépatite B. Donc comme je vous ai dit, tout personnel de soins doivent être vaccinés contre l'hépatite B. Donc c'est pour éviter, pourquoi? C'est le taux d'exposition ou bien le risque d'attraper l'hépatite comme on avait vu précédemment dans le tableau. Donc si la personne est vaccinée correctement, aucun risque là. Donc c'est le rôle de la vaccination. Mais en cas d'exposition chez une patient ou bien chez une personne non vaccinée, donc c'est l'injection intramusculaire de 500 unités d'immunoglobuline, unité internationale d'immunoglobuline humain, donc le plus tôt possible dans les 72 heures ou bien dans les 48 heures. Donc faites attention toujours, l'intervention doit être précoce. C'est l'injection des immunoglobulines intramusculaires donc pour lutter contre de l'hépatite. Débuter du même jour la vaccination anti-hépatite. Donc faites attention, le rôle de la vaccination c'est primordial. Un vaccin à 1 mois et un rappel vaccinal à 6 mois. Et bien sûr, c'est de la surveillance de la réponse vaccinale. Donc, c'est le dosage de l'antigène anti-HPS. Donc, le premier et le deuxième mois après la troisième injection vaccinale. Donc, normalement, tout le personnel doit être vacciné contre l'hépatite. Et si ce n'est pas le cas, donc, c'est le recours aux immunoglobulines. Si la personne est correctement vaccinée, donc le taux antigène anti-HBs
Donc, le taux d'anticorps anti-HBs qui est supérieur à 100 unités internationales par millilitre, donc il est protecteur, ou bien si ce taux-là, il est situé entre 10 et 100 unités par millilitre, mais avec un antigène HBs qui est négatif. Donc ça, c'est protecteur. Donc la vaccination ne va pas fonctionner comme, donc ça va. Il existe là une diminution du taux d'anticorps avec du temps, mais au-delà de 100 unités internationales par millilitre, elle est protecteur, on bien contre l'hépatite B. Et bien sûr, si ce taux d'anticorps est entre 10 et 100 unités internationales, si l'antigène HBs il est négatif, donc ce taux-là, même 10 à 100 unités, il est protecteur en cas de l'absence de l'antigène anti-HBs. Donc ça, c'est pour le VHB, c'est pour l'hépatite B. Et dernièrement, la gestion du risque contre l'hépatite C. Donc il n'existe pas d'un traitement prophylactique contre la hépatite C, mais la prise en charge, elle est rapide. Une éventuelle infection aiguë post-exposition, elle est recommandée. Donc le traitement actuel, il permet de la guérison. Donc heureusement, on dispose là d'un traitement de l'hépatite C. Donc aucun traitement prophylactique n'est à administrer, mais lors de la contamination avec de l'hépatite C, donc le traitement actuel, il permet la guérison. Bien sûr, un suivi clinico-biologique, il s'impose. Donc c'est les transaminases et la sérologie anti-hépatite C, voire l'ARN viral, donc à 6 semaines et la sérologie à 3 mois. Donc pour suivre s'il s'agit là d'une hépatolyse devant une infection au hépatite C. Donc ça, c'est pour la gestion du risque ou bien le traitement post-expositionnel. Donc on arrive au dernier titre, c'est la prévention des accidents exposants au sang. Donc bien sûr, premièrement, comme on avait dit au début de cette conduite, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Donc cette mesure, elle permet la protection des professionnels de santé contre l'hépatite B et les accidents exposants au sang. Donc la vaccination, je répète, contre l'hépatite B, elle est obligatoire pour toutes les professions à risque et pour le personnel de soins. Donc, premièrement, la vaccination contre l'hépatite B. Deuxièmement, comme précaution universelle, tout accident, tout accident exposant au sang doit être l'occasion de rappeler les mesures de prévention. Donc, le respect est le seul garant de la non-contamination. Donc, premièrement, le port de gants, le lavage des mains, la mise en disposition donc des soins et bien de matériel dans des conteneurs sécurisés. Donc les aiguilles ils vont être mis dans conteneurs, ils vont être disposés. Donc les seringues de sécurité, faites attention aux aiguilles protégées et même les lunettes et les masques, ils sont à porter lors des soins de ces matériels-là. Bien, c'est la notion de sécurité. Aussi, dans les laboratoires, les prélèvements, donc ils sont transportés dans un tube ou bien un flacon hermétique et il est interdit de piper à la bouche. Faites attention à manipuler les instruments là à la bouche. Donc, c'est l'utilisation de la pipette. Donc, chaque instrument il a son indication. Donc, faites attention à manipuler de façon aléatoire comme piper à la bouche. Aussi, comme précaution, lors de la manipulation d'instruments qui sont potentiellement contaminés et les prélèvements biologiques. Donc, faites attention devant les prélèvements sanguins, bien sûr, veineux ou artériels, devant un geste exposant au sang. Il faut avoir de la précaution, il faut être prudent en manipulant les produits sanguins ou bien les produits biologiques qui sont probablement contaminants. Et aussi, bien sûr, on avait dit ça. Il faut jamais récapuchonner les aiguilles, jamais les désarticuler une aiguille ou bien une seringue ou du système de prélèvement. Ils sont à jeter immédiatement, comme on a vu précédemment.
dans leur conteneur spécial. Utilisation des conteneurs spéciaux, bien sûr, pour ces aiguilles-là. Donc, ils sont à disposer tout instrument piquant ou bien coupant. Donc, un bistouri et des aiguilles, ils sont à éliminer, à jeter dans le conteneur spécial. Les contaminations immédiates des instruments et des surfaces souillées par le sang. L'organisation de travail, surtout devant les interventions chirurgicales, où on avait vu que le risque là était élevé de attraper ou bien la chance d'avoir un accident, elle augmente dans les surfaces, petites surfaces, devant les charges, devant les interventions lourdes. Donc, organiser le travail pour éviter les risques et bien sûr la formation des personnels et des étudiants et les professionnels de santé. Et bien sûr, ça, c'est l'intérêt de ce TD-là. C'est vous informer, mes chers étudiants, devant les risques, bien devant les accidents exposant au sang. Et nous sommes arrivés à la fin. Donc là, une petite conclusion. Donc la prévention, elle reste le meilleur outil pour la protection contre ces accidents exposant au sang. Donc faites attention à ces accidents-là, ou bien la conduite à tenir, elle devrait être affichée dans tous les services. J'espère que vous avez retenu. Bien sûr, la précaution doit être impliquée par tout personnel lors d'un acte invasif. Donc il ne faut pas jouer avec des aiguilles et tout matériel tranchant comme on a vu. La vaccination à l'hépatite B, je répète, elle est obligatoire pour tout personnel soignant, donc avec un contrôle de l'immunité post-vaccinale. Et dernièrement, c'est la sensibilisation et la formation. Donc ça, c'est, je répète, l'intérêt de ce TD-là. C'est la sensibilisation contre les accidents exposants au sang, car leur taux, il est en augmentation continue. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai dans les prochains TD, dans la suite des TD. N'oubliez pas, abonnez mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous souhaite le bon courage dans vos révisions et à la prochaine.